C'est pas évident tout ça. Oh, voilà. Me voilà à manifester à nouveau dans mon corps matériel. Bref, bonjour, c'est Cliclou le clown. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Nuit de Terreur. Ça tournera à l'explication. Je vais à nouveau vous lire deux histoires de ce magnifique livre de Pierre Bellemare qui s'intitule « Ils ont vu l'au-delà, les aventuriers du XXe siècle ». J'adore cette petite histoire, j'espère que vous aimez bien vous aussi. Donc, avant de vous lire ces deux histoires, éteignez les lumières, fermez les volets, mettez un casque, allez chercher un verre d'eau et un rouleau de PQ, on sait jamais qu'un petit de terreur sorte de votre anus, et écoutez attentivement cette première histoire des deux, qui s'intitule « Fantôme à l'hôpital ». Cette histoire s'intitule « Fantôme à l'hôpital ». Le 13 août 1952, Madame Marguerite Villou est hospitalisée à la suite d'un problème rénal. Ses reins se sont brutalement bloqués. Elle vient de perdre 10 kilos en une semaine et les médecins diagnostiquent une mycose généralisée de tout son système digestif. Il était largement temps d'intervenir. Marguerite Villou n'est pas inquiète. On a identifié son mal. Elle est un peu en colère car voilà 5 ans que son médecin traitant lui fait prendre des doses de médicaments pour un diabète pratiquement sans intérêt. En même temps, il a toujours refusé de s'intéresser à des variations étonnantes dans les taux d'urée de sa patiente. Marguerite est là, couchée sur son lit. La perfusion pend à la potence chromée et le liquide s'infiltre goutte à goutte à travers l'aiguille qui lui perce la veine. Elle se surprend à dire « Mais quel crétin! Ce n'est pas demain la veille que je remettrai les pieds chez lui. » Vous avez raison. Moi aussi, je suis tombé sur un médecin incapable. Mais j'en suis morte. Marguerite met un certain temps à réaliser que quelqu'un vient de répondre à ce qu'elle dit. Elle tourne la tête vers le second lit de la chambre dans la demi-obscurité provoquée par des stores vénitiens qui laissent apparaître une léger trait de lumière, car l'orage à l'extérieur est menaçant. Mais Marguerite distingue une femme couchée sur le second lit. « Excusez-moi, j'étais persuadée que ce lit était inoccupé. Je dois être un peu comateuse. Je n'ai même pas remarqué quand on vous a amené sur le lit. » La femme semble transparente tant elle est fatiguée. Marguerite la regarde mieux. « Mais est-ce que je me trompe? N'êtes-vous pas Cécile Dumont de la télévision? Je suis toutes vos émissions avec beaucoup d'intérêt. J'aime tellement la matière dont vous arrivez à faire parler ceux qui sont en face de vous. Qu'est-ce qui vous arrive, si je peux vous poser la question ?» Cécile Dumont semble faire un effort surhumain pour répondre. « Vous ne verrez plus à la télévision. Je suis morte il y a une semaine. Et ce qui me met en colère, c'est de m'être entièrement trompé sur l'au-delà. Les choses ici sont tellement différentes de ce que l'on m'a enseigné toute ma vie. » Marguerite a fermé les yeux, mais elle les réouvre soudain. « Vous êtes morte, mais il y a une semaine, mais comment ça ?» Elle se dresse sur les coudes pour entendre la réponse de la voisine, mais le lit à côté est entièrement vide, les draps et les couvertures bien tirés, prêts à accueillir une patiente nouvelle. Marguerite appuie frénétiquement sur la sonnette. Il se passe quelques minutes avant qu'une infirmière ne fasse son apparition. « Alors, Madame Villou, qu'est-ce qui vous arrive ?» La jeune infirmière antillaise et souriante
Marguerite dit « Je dois avoir de la fièvre, j'ai des hallucinations. » Bon, je vais prendre votre température. Tout en plaçant le thermomètre, l'infirmière demande « Quel genre d'hallucination avez-vous » Ça peut être intéressant pour le professeur Hébard. Vous n'avez pas le croire, il y a 5 minutes sur le lit voisin, je viens de voir Cécile Dumont. Vous la connaissez? La journaliste de la télévision, celle qui est mariée à Frédéric Acheloff. La jeune antillaise ne répond rien. Son visage a pris une couleur plombée. Cécile Dumont, vous l'avez vue? Sur le lit d'à côté? Ce n'est pas possible. C'est ce que je me suis dit, d'autant plus qu'elle a disparu comme elle est apparue. Elle a pris le temps de me dire qu'elle était morte, et qu'elle était très étonnée de ce qu'elle avait découvert dans l'autre monde. La jeune infirmière n'a pas attendu la fin de la phrase. Déjà, elle court dans le couloir en faisant claquer ses sabots blancs. La surveillante de l'étage apparaît bientôt avec une expression contrariée. Le thermomètre de Marguerite révèle qu'elle fait un petit 37,8, ce qui est tout à fait normal, étant donné son état. Vous dites avoir vu Cécile Dumont? Mon Dieu, vous étiez au courant? Au courant de quoi? Eh bien, en effet, nous avons eu Cécile Dumont dans notre service jusqu'à mardi dernier. Elle était dans cette chambre. Malheureusement, son état était déjà trop critique. Elle nous a quittés. Vous voulez dire qu'elle est morte dans ce lit il y a quelques jours? Oui, c'est pourquoi cela me semble très étrange que vous l'ayez vue, et qu'elle vous ait surtout parlé. Le professeur Hébard est très intéressé par le récit de ces événements. Il n'en tire aucune conclusion hâtive, étant donné l'état de santé de Marguerite Villou. Mais dans l'après-midi, l'aumônier de l'hôpital vient rendre visite à Marguerite pour parler de cette apparition bizarre et lui demande soudain « Verriez-vous un inconvénient à ce que je procède à la bénédiction de la chambre? J'ai demandé au professeur Hébard de faire de même pour tout le service. Puis je dirai une prière pour le repos de l'âme de Cécile Dumont. Je sais qu'elle était farouchement agnostique, mais puisqu'elle dit avoir été dans l'erreur, je ne vous demande pas de réciter une prière. Vous devez vous reposer. Mais si vous vous joignez à moi simplement par l'intention, cela sera assez. » Marguerite se sent soudain prise de panique. « Mon père, vous ne pensez pas que Cécile Dumont est venue pour me prévenir que moi aussi j'allais bientôt la rejoindre? » Non, je ne pense pas vraiment. Marguerite, malgré ses 75 ans, possède un sens de l'humour intact. Elle dit « J'adore les émissions de Cécile Dumont, mais je n'ai aucune envie de poser ma candidature pour y participer dans l'autre monde. » L'abbé prend congé de Marguerite en réfléchissant à haute voix. « Il faut que je en parle à l'évêque. Toutes ces histoires de fantômes, ça commence à bien faire. » La dernière phrase de l'aumônier intrigue Marguerite. Toutes ces histoires de fantômes. Cela veut-il dire qu'il s'est passé autre chose dans le service? La surveillante qui s'est prise d'amitié pour Marguerite lui avoue la veille de son départ. Eh bien oui, maintenant que vous êtes tiré d'affaire, je peux bien vous le confier. Nous avons eu dernièrement une autre histoire de fantôme. La patiente qui était avant vous, justement dans votre lit, s'est réveillée un matin avec une forte poussée de fièvre. Le professeur Hébard a demandé des analyses de sang. Tout était normal, compte tenu de sa maladie. Enfin, elle a fini par nous dire « Je suis agitée parce que j'ai fait un cauchemar. Je suis en train d'attendre dans une longue file de malades. Nous portons tous des chemises d'hôpital boutonnées dans le dos et nous attendons devant une porte impressionnante, un peu comme les portes des ascenseurs d'ici. De temps en temps, la porte s'ouvre et il s'en échappe une lueur morte aveuglante qui empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. À chaque ouverture, quelqu'un de la file pénètre à l'intérieur et la file avance d'un cran. Derrière moi, il y a un monsieur assez âgé, barbu, certainement un Indien ou un Pakistanais. Il marche avec une canne. Devant moi, il y a une petite fille blonde. Je suis étonné car elle n'a pas plus de 7 ou 8 ans. Personne ne semble l'accompagner. Bientôt, elle est devant la porte, elle se retourne vers moi et elle me dit « Après moi, ce sera à vous. » Je constate avec effroi que la pauvre gamine a le visage à moitié dévoré par une tumeur horrible, une sorte de cancer, mais elle sourit quand même. La surveillante en chef sort un mouchoir de sa poche et semble très émue par le récit du rêve de la malade précédente. Marguerite Villou demande « Cette petite fille qui était hospitalisée dans le service. » La surveillante dit avec un sanglot « Oui, elle était dans le même couloir que vous, la chambre 313. »
En principe, notre formation nous permet de ne pas nous attacher aux malades, mais cette pauvre Chloé faisait preuve d'une telle patience. Elle avait un courage admirable. Marguerite Vizou dit « Et la suite du rêve, s'il y a une suite ?» Oui, la manode nous a dit qu'elle a rêvé de la petite Chloé qui lui disait « Après moi, c'est à vous ». Et elle en était toute bouleversée et nous avons dû lui administrer un calmant. Eh bien, vous le croyez si vous voulez, mais 15 minutes plus tard, elle était morte. Nous avons fait intervenir tout le service avec des grands moyens. Impossible de la ranimer. Avouez que c'est quand même bizarre. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'en quittant sa chambre, nous avons vu que la pauvre petite Chloé, elle aussi, venait de mourir, 5 minutes à peine avant la malade qui avait rêvé d'elle. C'est ainsi que, comme dans le rêve, elle s'était suivie de près pour franchir, qui sait, la porte du paradis peut-être. Marguerite ne reste que 8 jours à l'hôpital. Quand des amis dévoués viennent la chercher pour la ramener chez elle, encore toute flageolante, elle leur avoue « J'ai été merveilleusement soignée, mais si j'ai un autre problème, je ne sais pas si je reviendrai ici. J'ai vu Cécile Dumont et puis il y a eu la mort de la petite Chloé juste avant elle, de l'autre malade qui avait rêvé d'elle et devant la porte du paradis. » Marguerite continue son récit. Pour être bizarre, c'est bizarre. Et le pire, c'est qu'un autre malade est décédé ce matin, un vieux monsieur charmant, un ancien juge de la Réunion. Il avait une barbe, m'a-t-on dit, et marchait avec une jolie canne. Marguerite reste un moment silencieuse, puis ajoute, en regardant défiler les rues de la ville, « Vous comprenez pourquoi je regarde le centre hospitalier, le CHU d'un œil nouveau? Est-ce que le CHU signifie Centre Hospitalier Universitaire? Ou bien que est-ce un hasard que ça voudrait dire Centre de hantise universelle ?» C'était vraiment très intéressant cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu, car moi j'ai beaucoup aimé. Bref, sans plus attendre, le temps peut-être pour vous de mettre pause à la vidéo pour aller vous chercher un verre d'eau, aller faire un caca. Moi, je vais vous lire la deuxième vidéo de ce petit livre qui s'intitule, comme le dirait Jeanne Calment, La farandole. Cette histoire s'intitule La farandole. Cette histoire s'est déroulée dans une famille mondialement connue. Il s'agit des princes originaires d'Europe centrale. À notre époque, leur nom célèbre depuis plusieurs siècles a franchi l'Atlantique et apparaît continuellement dans les chroniques mondaines américaines. Il y a peu de cérémonies à Washington sans qu'ils soient mentionnés comme des proches de la présidence. Mais pour l'instant, nous sommes chez la branche suisse de cette illustre famille, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Chloé, la fille unique du prince, passe ses vacances dans le château de ses ancêtres. C'est une immense bâtisse grise, bien plus faite pour affronter des canons de ses ennemis que pour servir de terrain de jeu à une petite fille de 7 ans. « Chloé, viens me rejoindre dans le salon de bataille. » La voix du prince retentit dans la cour intérieure. Seul le croassement des corbeaux perchés sur le toit de tuiles multicolores répond. « Chloé, tu m'entends? Viens vite me rejoindre dans la grande galerie. Tadeuse. Vous avez vu Madame Chloé ?» Du fond de la cour, la voix du domestique répond. « Oui, Votre Altesse, la princesse est dans le petit salon de musique. » Le prince sait que Chloé ne peut pas ignorer son appel. Sa voix est puissante et Chloé sait que son père n'aime pas attendre. « Chloé, je vous attends. » Quand le prince se met à vouvoyer sa petite princesse, cela signifie que les choses se gâtent. Il n'est plus le temps de rire. Chloé se montre enfin au balcon de la deuxième galerie. Elle dépasse à peine à la hauteur de la balustrade très rose. « Père, que voulez-vous ? » « Je veux que vous veniez immédiatement me rejoindre ici, dans le salon des batailles. »« Je descends et je vous rejoins sur la terrasse, père. »« Oui, je vous dis dans le salon des batailles, et je vous attends dans le salon des batailles. »« Mais père, je ne peux pas y passer par la chambre de la Piti. J'ai peur. » Le prince est accoudé à la balustrade,
de la galerie. Chloé est de l'autre côté de la cour du château. Une cour profonde et sombre, humide comme un puits glacé. Leur voix résonne dans le silence de la montagne. Le prince, bel homme, moustachu, le monocle vissé sur l'orbitre droit, se tait maintenant. Son silence est plus menaçant que sa voix. L'accent rugueux. Chloé, toute tremblante, glisse lentement sur le sol de marbre vert de la galerie. Elle se décide à obéir et à rejoindre son père. Alors, ma princesse, tu vois, tu as réussi. Tu n'en es pas morte, même après avoir traversé la chambre de la Pity. Toute seule comme une grande, le prince a repris le tutoiement. Sa colère naissante s'est apaisée. Mais père, j'ai peur. Quand je traverse la chambre de la Pity, j'ai l'impression que je vais mourir. Allons, ta nourrice t'a trop raconté d'histoires de croque-mitaine. La Pity, qu'est-ce que c'est après tout? Un grand tableau suspendu au-dessus de la porte, rien de plus. On ne sait même pas qui a pu peindre ce grand bazar. Les experts disent qu'il s'agit peut-être de Michel-Ange, ou du moins un de ses élèves. Le prince prend Chloé par la main. Allons, viens avec moi, nous allons lui dire un petit bonjour à la Pity. Chloé frissonne, mais elle ne peut résister à la poigne résistante de son père. D'ailleurs, quand il est avec elle, rien ne peut lui arriver. Dans la chambre décorée par la Pity, le prince et sa fille s'arrêtent un instant devant le tableau, une œuvre du XVIe siècle. Tu te souviens pas de ce que tu as appris, le professeur Madiac? La Pity était une femme grecque qui pouvait prédire l'avenir. Elle était assise sur un trépied et respirait des vapeurs d'encens qui la mettaient en transe. Chloé lève un regard un peu rassuré vers la Pity. Heureusement que son père lui affirme qu'il s'agissait d'une femme, car cette Pity au regard féroce possède des muscles de lutteur. Chloé voudrait éviter son regard, mais on dirait que la Pity la fixe. On peut se réfugier dans n'importe quel angle de la chambre. Le regard de la Pity, sous d'épais sourcils froncés, suit le visiteur. De toute évidence, la peinture l'a saisi au moment où il annonçait qu'une catastrophe aussi épouvantable qu'inévitable de la bouche de la grande ouverte du rictus qui découvre des dents de loup. Chloé se décide et dit « Père, je voudrais changer de chambre pour arriver dans la mienne. Il faut que je traverse la chambre de la Pity, soir et matin, et quand je me couche, je fais des cauchemars après l'avoir vue, même si je ferme les yeux quand je traverse la pièce. » Ma petite Chloé, la vie n'est pas simplement un chemin semé de roses. Tu dois triompher de ta peur. Un tableau n'est rien d'autre qu'un morceau de toile peint dans un cadre doré. Et si vous mettiez la Pity dans une autre partie du château? Impossible. Elle a été peinte pour être ici, juste au-dessus de la porte sud. Tout va ensemble, le cadre et les boiseries. Si j'ôtais, il faudrait que je la remplace par une autre peinture. Cela demanderait un ensemble qu'on dit unique en Suisse. Il n'en est pas question, mon enfant. Chloé n'insiste pas, mais elle ne peut se défaire de cette panique qui l'a saisie. Désormais, les séjours au château sont continuellement gâchés par l'idée qu'il faut affronter plusieurs fois par jour le regard de la Pity, un regard chargé de haine. Elle se persuade peu à peu que la Pity l'en veut, qu'elle en est là pour lui annoncer un destin tragique. Le prince n'est pas un méchant homme. Un jour, il annonce l'air de rien une nouvelle importante. Ma chère Chloé, j'ai décidé de faire quelques aménagements au château. J'ai l'intention de faire percer une petite porte dans ta chambre. Ce sera plus commode pour rejoindre la salle à manger. Plus besoin de traverser la chambre de la Pity. Et cela fera des économies de chauffage par les temps qui courent. Mais alors, je n'aurai plus besoin d'affronter cette horrible femme tous les jours. Je pourrais passer par la galerie de porcelaine chinoise. Eh oui, plus de Pity pour effrayer ma Chloé. Tu es heureuse? Je serai heureuse qu'en quittant ce château. Oh pardon père, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je serai heureuse qu'en m'éloignant définitivement de cette horrible peinture. En l'éloignant de moi. Alors qu'elle vient d'atteindre ses 18 ans, Chloé est demandée en mariage par un des officiers de la garde personnelle du prince. Celui-ci se réjouit de cette union, car il apprécie le jeune baron Gennard Tonweld et voit en lui un officier au brillant avenir. Chloé, quant à elle, est devenue l'une des jolies femmes de la noblesse helvétique.
pour célébrer ton mariage, il faut que la cérémonie ait lieu au château. C'est le seul cadre convenable pour cet événement. Chloé est tout à fait d'accord. Depuis que le prince a fait 5 ans plus tôt les aménagements des appartements privés, Chloé a oublié l'horrible Pity et sa bouche ouverte grande pour annoncer le malheur. Le prince et Chloé organisent une fête brillante. Après la cérémonie dans la chapelle du château, pavée depuis plus de 500 ans par des dalles funéraires familiales, vient la fête, qui se déroule dans le salon et les jardins du château. Le prince a réservé une surprise à sa chère Chloé. Sur les bassins du château, une féerie nautique apparaît dans les lumières et les feux d'artifice. Puis les habitants du domaine viennent exécuter des danses traditionnelles dans des costumes d'autrefois. Et maintenant, une farandole. Xavier de Tonville, le frère du marié, vient de lancer cette proposition. Aussitôt, toute la jeunesse qui assiste à la fête se lève et forme une chaîne se formant de 2 violons se mène à la danse. Et la file de danseurs s'élance. Les rires et la musique résonnent dans la cour intérieure. Après avoir parcouru les grandes salles du rez-de-chaussée, Xavier et la troupe s'élancent dans l'escalier de marbre orné d'armures de centenaires. Main dans la main, les danseurs et danseuses gravirent les marches construites pour d'autres ambiances. Chloé est là, au milieu de la farandole. Elle est entraînée solidement, tenue par les mains de 2 officiers du régiment de Guérard. Elle est un peu essoufflée, et sans se rendre compte de rien, elle suit le mouvement échevelé des joyeux danseurs. Chloé ne voit plus très bien où elle se trouve. Le château est si grand, il comporte tant de salons, tant de galeries. Chloé appelle à son tour son nouvel époux. « Gérald, où es-tu, Gérald ?» Mais sa voix se perd parmi les rires et la musique qui résonne sous les voûtes. Soudain, Chloé sent que les mains qui l'entraînent viennent de la libérer. Son voile blanc qui flottait derrière elle s'est rabattu sur son visage. Elle a du mal à s'en défaire. Quand elle y parvient, elle voit la farandole qui s'éloigne et redescend le grand escalier de marbre. On dirait que toute la noce l'abandonne. C'est alors que Chloé de Torville réalise où elle se trouve. Elle se trouve dans la chambre de la Pity. Cela fait des années qu'elle n'y est plus mis les pieds. La pièce n'a pas été incluse dans les festivités. Aucun lustre n'est allumé, aucune bougie dans les candélabres. Est-ce pour cela que la noce s'est reculée ? A-t-elle été repoussée par quelque chose d'horrible, une horrible malédiction millénaire? Chloé réalise qu'elle est seule face à l'effrayant tableau. Malgré la pénombre, elle distingue parfaitement les sourcils foncés, le faciès masculin, les muscles énormes de la voyante mythologique. Il lui semble que la bouche et les dents de loup du tableau sont encore plus énormes que dans son souvenir. Chloé n'a pas le temps de réfléchir. Soudain, les lourds battants de la porte de chêne qui mène vers l'escalier se referment. Chloé est prisonnière de la Pity. Elle se précipite vers la porte et commence à frapper frénétiquement sur les gros panneaux de chêne. « Ouvrez-moi, ouvrez-moi, au secours !» Mais de l'autre côté de la porte, elle n'entend que les rires de la noce. Plusieurs jeunes officiers appuient de toute leur force sur les battants sculptés pour empêcher Chloé de sortir. Quelle bonne farce! Faire un peu peur à une jeune mariée ne peut que lui faire du bien. Elle sera plus frissonnante tout à l'heure dans le grand lit, la colonne qui l'attend dans l'autre château. D'un coup, Chloé de Thornfield, épouvantée. De l'autre, des jeunes gens et des jeunes filles enchantés de leur plaisanterie. Mais le prince surgit. Il comprend d'un seul regard. « Vous avez enfermé Chloé dans la chambre de la Pity. Libérez-la immédiatement. » C'est à ce moment que retentit un fracas impressionnant de l'autre côté de la porte. On ouvre tout en hâte. Hélas, et trop tard. Chloé de Thornfield gît à terre, morte. Sa tête ensanglantée a été fracassée par l'énorme cadre de bois doré de la Pity. Le tableau s'est décroché, Dieu sait pourquoi, après être resté 400 ans en place. Et voilà, c'est fini. Cette deuxième petite histoire a été vraiment intéressante. Vraiment, ce livre est vraiment très, très intéressant, je vous le conseille. Bref, ainsi se termine cette nouvelle vidéo de nuit de terreur. J'espère que ces 2 histoires vous ont plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et mettez un petit message dans l'espace commentaire pour me le dire.
En tout cas, moi, je retourne à mon état de spectre. J'abandonne temporairement mon corps physique pour aller dans l'au-delà et hanter un peu les chasseurs de fantômes fake qui escroquent sans aucune scrupule les victimes qui croient à toutes leurs conneries. Bref, ainsi cette vidéo se termine et moi je vous dis au revoir.